Doit-on suivre une méthodologie quand on est prof de langue ou prof de français langue étrangère? Est-ce que la didactique des langues doit permettre d'observer, d'analyser ce que font les enseignants en termes de méthodologie, ou est-ce qu'elle doit proposer des choses dont les enseignants doivent se saisir et limite les imposer? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Justine et aujourd'hui on va donc parler, vous l'avez compris, méthodologie et enseignant, quelle liberté face aux méthodologies et quel rôle de la didactique des langues et du FLE dans tout ça. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. J'ai aussi un site internet, tu pourras y retrouver des témoignages de profs dans le monde, des articles, des ressources, des formations. Donc pour vous expliquer, les méthodologies jusqu'à l'approche communicative, avant l'approche communicative, sont vraiment contraignantes. Il faut les suivre à la règle et on ne peut pas déroger. C'est vraiment du clé en main et rien d'autre. Après, à partir, on va dire, de l'approche communicative, et encore plus avec la perspective actionnelle, on a quelque chose qui change un petit peu et c'est plutôt des principes à suivre et donc plus de liberté pour l'enseignant. Mais du coup, on voit apparaître quelque chose après la méthode SGAF et avec l'apparition de l'approche communicative qui relève du questionnement du rôle de la méthodologie et du rôle de l'enseignant. Est-ce qu'il doit suivre les méthodologies? Quel rôle pour la didactique? Est-ce qu'elle doit décrire ce que font les enseignants? Est-ce qu'elle doit donner des principes à suivre? Est-ce qu'elle doit être interventionniste? Voilà, donc il y a beaucoup de questionnements qui émergent sur les positionnements par rapport à la méthodologie. Et donc, en 1994, on voit émerger de ces questionnements la théorie de l'éclectisme méthodologique de Christian Puren. Lui, en fait, il se positionne en disant que la méthodologie, elle est trop rigide et trop réductrice, et que les contextes d'enseignement sont tellement variés qu'il faut pouvoir s'adapter à cette grande variété, à cette complexité de la situation. Et il dit que les enseignants, c'est ce qu'ils font en vérité sur le terrain, c'est-à-dire que sur le terrain, ils utilisent différentes méthodologies, ils piochent un peu dans différentes méthodes, ils font différentes activités, différents supports, voilà, donc ils piochent un petit peu partout et ils font leur propre tambouille, et lui il appelle ça l'éclectisme empirique sur le terrain. Donc pour lui, l'éclectisme, c'est vraiment la réponse à la grande variété des situations que peuvent rencontrer tous les enseignants. Donc il n'y a pas une seule méthodologie qui pourrait répondre à cette grande variété. Il faut pouvoir piocher un peu partout pour y répondre. Dans son sens, en 1995, on a Galisson qui vient proposer une approche éclectique, carrément, en faire un courant méthodo, pour dire que c'est la même idée, pour dire que il faut pouvoir utiliser différentes ressources, différentes méthodologies, piocher un peu partout. Donc pour résumer la philosophie de Christian Puren derrière l'éclectisme, c'est le besoin d'adapter la méthode en contexte, l'idée qu'on a des apprenants qui sont mieux formés qu'auparavant, puisqu'il y a des formations universitaires, des formations courtes qui émergent et qui permettent de former les enseignants, et cette idée qu'on peut laisser beaucoup plus d'autonomie à ces nouveaux apprenants parce qu'ils seraient plus critiques et plus à même à créer eux-mêmes leur support et à piocher ce dont ils ont besoin. Et tout ça, ça permettrait donc de lutter contre les effets néfastes et réducteurs des méthodologies. Et donc on a ensuite la méthodologie circulante de Jean-Claude Béaco. Donc lui, il vient dire qu'en fait, sur le terrain, concrètement, les enseignants, la méthodologie qu'ils utilisent le plus,
c'est cette méthodologie dite circulante, c'est-à-dire qu'il l'a décrit comme une méthodologie où les enseignants naviguent un peu à vue, c'est-à-dire qu'ils préplanifient pas selon les principes d'une seule méthodologie, c'est-à-dire qu'ils font un peu au fur et à mesure en fonction de ce qui leur vient et en fonction de ce qu'ils ont envie de piocher. Il appelle ça aussi une pédagogie de l'occasion. En gros, c'est une cohésion faible méthodologiquement parlant, d'accord? Donc il n'y a pas vraiment de grande cohésion d'ensemble, c'est un petit peu morcelé. Beaucoup d'exercices de systématisation, d'exercices à trous et des activités qui sont faites dans un ordre aléatoire, quoi. Donc Puren et Beaco, ils se positionnent plutôt en disant on suit pas une méthodologie telle qu'elle. On fait un peu plus confiance aux enseignants parce que c'est ce qu'ils font sur le terrain et donc eux ils vont plutôt dire que la didactique des langues en fait elle se place plutôt sur l'observation et l'analyse de ce qui se fait sur le terrain et ça suffit, il faut pas qu'elle soit interventionniste, faut pas qu'elle dise ce que doivent faire les enseignants parce qu'on a vu ce que ça a créé en gros, par exemple avec la méthode SCAV et avant, c'était vraiment réducteur, néfaste et pas forcément efficace en tout contexte. Alors, on va quand même un peu discuter de tout ça ensemble. Donc déjà, c'est des réflexions qui ont 30 ans, ok, 94, ça remonte un petit peu. Est-ce que c'est toujours pertinent et d'actualité? Est-ce qu'on n'a pas déjà tranché? On peut se poser la question. Donc c'est un point sur lequel il faut quand même insister. Ensuite, un autre point sur lequel je voulais que vous réfléchissiez, c'est très bien de dire les enseignants font ça. Okay. C'est intéressant hein, de faire de la recherche sur les pratiques d'enseignants, d'avoir des résultats sur ça, ça nourrit la recherche et il en faut. Maintenant juste de dire les enseignants font ça donc c'est bien, bah est-ce que c'est vraiment bien en fait? Est-ce que c'est parce que mon voisin il fait ça et qu'il a une classe et aucun moyen de savoir puisqu'on fait pas du coup de retour sur si s'appeler aux étudiants si c'est efficace ou si ça correspond bien aux objectifs qu'on souhaitait atteindre, ben en fait on le sait pas. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'on peut dire que c'est bien, c'est la question à laquelle on doit répondre je pense. Donc certes, la recherche doit analyser, décrire ce que font les enseignants, mais elle doit aussi, par les autres disciplines qui sont connexes à la didactique des langues et par les recherches de terrain, pouvoir proposer des choses. Et on ne peut pas se passer d'un cadre qui permettent, et ça on le sait en didactique, on le sait en sciences de l'éducation, on le sait en neurosciences, on a besoin d'un cadre pour pouvoir se projeter, pour pouvoir s'auto-évaluer. Du point de vue enseignant, moi j'ai vu des profs concrètement qui me disaient moi je suis le manuel parce que je suis incapable de scénariser ma séquence de cours. J'ai vu des enseignants qui à des réunions pédagogiques, quand leur chef leur dit ok toi tu fais quoi ce semestre, c'est le néant sur la réponse. Ou alors ils vont être absents pendant 2 semaines et le référent leur dit, ou le responsable pédagogique leur dit ok très bien mais il faut que tu dises à ton remplaçant ce qu'il doit faire pendant ces 15 jours, c'est le néant. Et souvent ce qui est dommage c'est que ça va favoriser ce qui est une progression grammaticale. Et donc du coup on va avoir, bah tu vois ça, 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 et en fonction tu fais des documents. Par exemple tu vois l'emploi du passé et tu fais des documents en fonction de ça. Ce qui est complètement aberrant parce qu'on sait aujourd'hui que la progression grammaticale n'est pas intéressante et n'est pas motivante. Du coup, juste dire les enseignants font ça, on doit pas intervenir, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Parce que on n'a aucun moyen de savoir si ce qu'ils font du coup est intéressant. Il faut, c'est sûr, laisser une liberté pour s'adapter au contexte et aux apprenants, une liberté par rapport à comment on se positionne nous, c'est aussi nous qui à force d'expérience allons gagner en confiance et allons développer notre propre méthode. De la liberté de pouvoir laisser notre intuition parler, parce que des fois il y a des choses inconscientes qui se passent. Vous avez déjà eu je pense des cours où vous planifiez quelque chose, ça avait l'air assez bien planifié, en fait vous vous rendez compte que sur le moment ça n'a pas l'air de marcher, du coup vous faites un ajustement de dernière minute entre guillemets et ça va beaucoup mieux. Donc laissez cette place aussi à l'intuition, mais
il faut pas perdre les enseignants ni les étudiants. Et pour ça, on a besoin d'un cadre. On a besoin d'un cadre, nous, pour pouvoir se sécuriser et s'affirmer dans notre posture et pas perdre la face. Donc de savoir concrètement ce qu'on va faire dans nos cours, mais aussi les apprenants, de pouvoir leur dire ce qu'on va faire, de pouvoir savoir où ils sont et de pouvoir les engager, les motiver en leur donnant les objectifs qu'ils vont atteindre à la fin du cours par exemple, ou ce qu'ils seront capables de faire, ou ce qui est attendu d'eux. Et ça, on a besoin d'un cadre concret pour le faire. Et les méthodologies, l'apport des méthodologies dans tout ça, c'est structurer ce cadre et c'est aussi de pouvoir nous donner des principes qu'on sait, qui ont été prouvés, qui ont donné des résultats et qui sont en lien avec les disciplines connexes. On va se servir de la didactique du plurilinguisme, on va se servir de l'acquisition des langues, on va se servir des sciences de l'éducation, de ce qui se passe en pédagogie universitaire, on va se servir des neurosciences, de la psychologie cognitive, de la psycholinguistique, on va se servir de tout ça et de tous les apports. Alors certes, c'est nous qui allons faire le tri en tant qu'enseignants, mais la didactique des langues peut aussi se servir de tout ça et de sa propre recherche du terrain aussi, pour pouvoir proposer quelque chose aux enseignants de français langue étrangère, aux enseignants de langue. Parce que si la didactique ne le fait pas, qui le fera? Et où est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on pourra aller trouver nos réponses à « je souhaite améliorer mes cours, comment est-ce que je fais ?» Donc on a besoin d'une double didactique, je pense, d'un double rôle de la didactique qui est à la fois analyser ce qui se fait sur le terrain et prendre en compte ça et en faire de la recherche empirique, et à la fois pouvoir proposer des choses qu'on sait qui fonctionnent. On ne veut pas d'un totalitarisme méthodologique, on est bien d'accord, il faut surtout pas revenir à un truc immuable et sur lequel, par rapport auquel l'enseignant n'a aucun moyen d'adapter ou d'ajuster ou de modifier, ça non, c'est pas possible, mais il faut quand même un juste milieu. Et c'est précisément ce que dira Courtillon en réponse à Puren et à Beaco, c'est que l'unité didactique que nous on appellera séquence pédagogique, mais bon vous avez compris l'idée, donc la structuration en unité pédagogique et son déroulé, est essentielle pour l'apprentissage, qu'on a besoin de ce cadre cohésif et cohérent et qu'on peut pas enseigner sans ça, surtout si les enseignants n'utilisent pas de manuel, parce qu'alors il n'y a pas de progression, il n'y a pas de lien logique, il n'y a pas de compétences réellement visées, et donc c'est un peu la pagaille. Elle dit que si on n'a pas ce cadre méthodologique, on arrive à des enseignants qui ont plutôt tendance à faire ce qu'elle appelle le zapping pédagogique. En gros, c'est créer de l'apprentissage ou favoriser de l'apprentissage qui est plutôt en surface et sans lien logique entre les différents éléments, qui va plutôt amener à divertir les apprenants plutôt qu'à leur faire apprendre et acquérir des compétences. Donc elle regrette pas du tout le temps des méthodologies qui étaient hyper rigides, hyper rigoureuses et vraiment très strictes, mais le cadre est absolument indispensable. Par contre, elle est d'accord sur le fait que faut laisser cette autonomie aux apprenants par rapport à la méthodologie, de pouvoir se positionner, de pouvoir l'enrichir, de pouvoir faire leur propre tambouille comme on dit, ça c'est clair et net. Mais elle se positionne clairement en disant qu'il faut dépasser le simple constat de l'éclectisme méthodologique et que la didactique des langues doit permettre, et la recherche permettre de faire évoluer les pratiques d'enseignement dans le bon sens, vers quelque chose qui est positif pour l'apprentissage des apprenants. Donc pour vous conclure un petit peu tout ça, on a des méthodologies qui ont évolué, qui ont quand même shifté. On a des questionnements qui sont apparus d'un constat, puisque c'est ce que dit Puren. Je constate en gros que sur le terrain, les enseignants ils font beaucoup de choses différentes pour s'adapter à leur concept, à leur contexte. Ce que dit aussi Beaco quand il dit que la seule méthodologie finalement et que pratiquent déjà les enseignants sur le terrain, c'est celle qui a recours un petit peu à tout et qui n'est pas forcément très cohérente et qui utilise beaucoup de choses différentes. Mais c'est très bien ce constat et c'est très bien d'analyser ce que font les enseignants. Maintenant, nous on se positionne, moi je vais me positionner un peu plus comme Courtillon en disant la didactique des langues doit nous apporter des solutions qui ont été
par la recherche vérifiée entre guillemets, qui permettent aux enseignants d'avoir un cadre, des pratiques pédagogiques qu'on dit efficaces. Donc pour répondre aux 2 questions d'introduction de la vidéo par rapport à moi, comment je me positionne en recherche de la didactique des langues et du FLE. Première question, est-ce qu'on doit suivre une méthodologie? À l'heure actuelle, vous pouvez suivre à l'heure actuelle, moi j'aurais plus tendance à dire je suis la perspective actionnelle, les grands principes de la perspective actionnelle. Maintenant, en fonction de mon contexte, il y a des éléments que je vais changer. Typiquement la tâche, il y a certaines tâches sociales que je vais être obligée de faire en simulation et donc là je serai plus sur l'approche communicative. Donc en fait, en fonction des besoins de mes apprenants et de ce qui est possible dans mon contexte, je vais jongler entre 2 méthodologies, mais je suis quand même un cadre. Je fais ma scénarisation, je fais mes séquences pédagogiques, je pars plutôt sur les principes de la perspective actionnelle, mais je fais ma propre tambouille et puis je vais alimenter tout ça de la recherche en plurilinguisme, en psycholinguistique, ce que je suis ingénieure pédagogique aussi, en sciences de ce que disent les sciences de l'éducation, ce qui sort en pédagogie universitaire. Voilà, il y a une forme d'éclectisme dans le sens où on va piocher dans différentes disciplines, dans différents supports, ressources, activités pour au final se créer nous notre propre méthodologie et notre posture, notre positionnement, mais qu'on a besoin que la didactique des langues soit forcément descriptive et analytique du terrain, mais qu'elle propose aussi des choses en fonction des besoins des enseignants, et qui pourront répondre aux besoins de formation par exemple des enseignants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, je vous dis à bientôt.